Bonjour à tous et à toutes. Cette présentation portera sur le travail du bloc C, soit en contexte de chronicité dans le cadre du cours SOI 6237. Commençons tout d'abord par la présentation des membres de notre équipe. Nous avons comme experte conseil Cynthia Boyer et Bérénice Sente. Nous avons comme formatrice Edith Paquette-Lemieux et Marie-Kim Poitras. Et nous avons comme IPS Anne-Sophie Campeau. Suivons par la suite avec le plan de présentation de notre plan d'action. Premièrement, nous allons vous parler de la prévalence, ensuite de la problématique, du mandat qui nous aura été confié, du cadre de référence qui a soutenu le développement de ce plan d'action d'équipe, collaboration intra-domaine et interdomaine, point de vue des différents professionnels et le plan d'action et pistes de solutions des différents professionnels. Qu'est-ce que le diabète? Le diabète est une maladie chronique qui survient lorsque l'organisme n'est plus en mesure de produire de l'insuline ou lorsqu'il est incapable de bien l'utiliser, une hormone qui contrôle la concentration de sucre dans le sang. Il existe 3 types de diabète, le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète gestationnel. Le diabète de type 2 est la forme la plus fréquente de diabète, environ 90% des cas. Il se manifeste généralement à l'âge adulte, chez les individus de 40 ans et plus. Malheureusement, on constate depuis quelques années qu'il apparaît chez des personnes de plus en plus jeunes. Dans les populations à risque, il peut même apparaître dès l'enfance. Voici quelques statistiques concernant le diabète au Canada, au Québec et à Montréal. Au Canada, en 2014, on estimait à 1 million de Canadiens atteints du diabète sans le savoir. En 2013-2014, près de 3 millions de Canadiens ont reçu un diagnostic de diabète. Plus de 880 000 Québécois vivent avec le diabète, soit plus de 10% de la population. En 2011-2012, 138 000 personnes âgées de 20 ans et plus vivent avec le diabète à Montréal, soit une augmentation de 70% depuis 2000 et 2001. La maladie progresse plus rapidement dans l'est de Montréal et dans les quartiers qui longent le nord de l'île, alors que la situation est plus stable dans les quartiers centraux. La prévalence du diabète sur le territoire du CIUS du nord de l'île de Montréal était de 33 300 cas en 2014 et 2015. Selon un article de l'Institut national de la santé publique du Québec, le risque de développer le diabète de type 2 est plus élevé chez les personnes qui habitent en milieu urbain, chez celles qui ont un faible statut socio-économique, ainsi que chez les immigrants. On trouve à Montréal une surreprésentation d'immigrants et de personnes vulnérables sur le plan socio-économique par rapport au reste du Québec. Cette situation pourrait expliquer pourquoi la prévalence du diabète est significativement plus élevée à Montréal que dans le reste de la province. Dans ce même article, il mentionne que le taux de diabète reste élevé dans le nord de l'île de Montréal, dû à une clientèle vieillissante et majoritairement multiculturelle. Remarquant un taux élevé de diabète de type 2 dans le secteur Antique et Montréal-Nord, le CIUS du nord de l'île de Montréal a mandaté notre équipe d'infirmières expertes conseils, de formatrices, d'IPS et de gestionnaires afin d'assurer un plan d'intervention pour faciliter une meilleure prise en charge intersectorielle de ces patients diabétiques. Voici donc notre cadre de référence. Le modèle humaniste des soins infirmiers de l'Université de Montréal est la conception de la discipline infirmière choisie comme cadre de référence à la création de notre plan d'action. En effet, les différentes pistes de solutions qui seront proposées dans la prochaine section permettront la mise en place d'interventions issues d'une pratique professionnelle exemplaire. Ce plan d'action assure que les interventions qui seront mises en place au sein de cette clinique seront centrées sur la personne avec un grand P et son expérience de santé. Les patients et leurs familles qui participeront aux activités suggérées par ce plan seront accompagnés par des infirmières qui désirent les amener à être et à devenir ce qu'ils désirent, tel que mentionné par Pépin et ses collègues dans le cadre de son livre. Dans cette clinique, le partenariat entre la personne avec un grand P et l'infirmière permet la co-création d'un environnement propice à sa santé. Ce modèle comprend 4 concepts centraux principaux, soit la personne avec un grand P, la santé, les soins et l'environnement. Nous avons aussi 2 concepts clés centraux qui sont la compétence et le caring. Ces 6 valeurs qui sont sous-tendent ce modèle teintent l'élaboration de notre plan d'action. C'est dans un souci d'une philosophie humaniste empreinte de caring que nous avons travaillé en collaboration pour permettre la mise en place d'une clinique favorisant la prise en charge intersectorielle d'une clientèle atteinte de diabète de type 2.
S'assurer de pallier cette problématique est pour nous une initiative du milieu tentant d'adopter également une vision empreinte de valeurs plus humanistes. Notre plan d'action global d'équipe est axé principalement sur l'amélioration des services offerts par la clinique de diabète du CIUS nord de l'île de Montréal afin d'améliorer la prise en charge intersectorielle. Voici nos pistes de solutions. Premièrement, création de cours de groupe pour les patients diabétiques et leurs familles pour la clinique. L'éducation à la santé aux patients et à leurs proches favoriserait l'engagement dans l'autogestion des soins par les patients diabétiques et par conséquent un meilleur contrôle de leur maladie. Deuxièmement, formation continue aux infirmières cliniciennes de la clinique de diabète. Les formations s'adressant spécifiquement aux infirmières en suivi auprès des personnes vivant avec le diabète permettraient d'optimiser les soins et la communication intra- et interdisciplinaire en clarifiant leur rôle dans la pratique directe au sein de l'équipe et de situer les infirmières dans le niveau de compétences actuel et leurs besoins d'apprentissage. Notre troisième piste de solution serait les rencontres de co-développement professionnel mensuelles. Selon Payette, les séances de groupe de co-développement permettraient d'améliorer la pratique professionnelle par les échanges consultatifs à tour de rôle entre les membres, qui seraient par exemple constitués d'infirmières, d'infirmières cliniciennes, d'IPS, de kinésiologues, de nutritionnistes présents dans la clinique. L'apprentissage en contexte interprofessionnel aurait une influence positive sur l'acquisition de connaissances, le développement d'habiletés, la confiance en soi, la motivation et augmenterait le travail d'équipe. Dans ce diaporama, nous allons voir la première piste de solution, la prise en charge des patients par une IPS. La littérature montre que la prise en charge d'un patient diabétique, que ce soit par une IPS ou par un médecin, donne des résultats équivalents chez les patients traités. Cependant, il se montre que les IPS sont plus sensibles à l'enseignement et un suivi plus fréquent. La littérature montre aussi que la satisfaction des patients et que le coût de la prise en charge sont meilleurs lorsque le patient fait affaire à une équipe composée d'une IPS et d'un médecin. Cela demande d'utiliser sa compétence de consultation. Avec cette piste de solution, nous pouvons faire directement un lien entre l'IPS et la compétence de la pratique directe, qui est au centre de la pratique infirmière avancée. Cette compétence fait référence aux soins et à la pratique faits auprès du patient. Il sera important que l'infirmière utilise une approche holistique et qu'elle crée un partenariat thérapeutique avec son patient, tout en gardant un rôle de clinique experte en s'appuyant sur des résultats probants. Elle devra utiliser une approche diversifiée et réflexive pour répondre au mieux aux besoins de son patient, qui est un être unique et indissociable en relation continue, réciproque et dynamique avec son environnement. L'IPS devra aussi garder une pratique professionnelle centrée sur la personne et sa famille pour assurer la qualité et sécurité des soins. Pour faire un lien avec notre cadre de référence, le modèle humaniste des soins infirmiers de l'UDM, l'IPS pourra accompagner les patients et leurs familles de façon humaine, unique et transformatrice. Comme il est mentionné dans le livre de la pensée infirmière, il est possible d'accompagner la personne à être et à devenir ce qu'elle désire. En plus d'utiliser les compétences nommées un peu plus tôt, l'IPS pourra utiliser le guidance coaching qui va être intéressant d'incorporer lors de suivi de patients pour l'encourager et le motiver à prendre un rôle actif dans la gestion de son diabète, sans oublier son devoir d'advocacy et de prendre des décisions éthiques pour son patient. Dans ce diaporama, nous allons voir la deuxième piste de solution en ce qui concerne l'IPS pour favoriser une prise en charge intersectorielle. L'IPS favoriserait la collaboration avec les infirmières de liaison qui travaillent à l'hôpital pour permettre une transition plus facile pour le patient entre son congé de l'hôpital et le suivi de sa maladie. Cela nous demandera d'utiliser notre compétence de la collaboration nommée par Ambrick. Des recherches montrent que les patients diabétiques ont plus de risques d'être réhospitalisés dans les 30 jours. Des solutions sont proposées pour essayer de diminuer le taux de réhospitalisation. Dans ces solutions, nous retrouvons l'importance de l'enseignement avant le départ du patient, mais aussi la coordination des soins et le support après le congé. Cette collaboration entre l'infirmière de liaison et l'IPS à la clinique du diabète pourrait favoriser l'efficacité et la rapidité de la prise en charge pour diminuer les réadmissions. De plus, une autre étude nous montre que le congé anticipé d'un patient diabétique a des effets positifs sur la personne et améliore le contrôle de la glycémie. Malheureusement, il n'existe pas d'études qui prouvent l'efficacité d'une collaboration étroite entre l'infirmière de liaison et l'IPS. L'IPS pourra donc utiliser sa compétence de leadership et de pratique fondée sur les résultats probants pour évaluer de façon concrète si cette collaboration est efficace.
Comme première piste de solution, nous, les formatrices, allons élaborer le plan d'enseignement pour la formation aux infirmières cliniciennes, comme de déterminer les compétences visées, la structure de la formation. Nous allons déterminer le contenu du cours en collaboration avec les experts conseils en nous basant sur des lignes directrices. Nous ferons également l'élaboration du plan de cours pour les cours de groupe aux patients-familles en collaboration avec les experts conseils, en consultation avec l'IPS, avec une nutritionniste, une kinésiologue et un patient partenaire. Ces cours seront centrés sur la personne, c'est-à-dire une approche empreinte d'empathie qui favorise le pouvoir d'agir. Nous déploierons notre compétence de consultation pour ce qui est de notre expertise en pédagogie auprès des experts conseils et la compétence de collaboration dans notre relation avec cette dernière. Et puis, la compétence des résultats, de la pratique basée sur des résultats probants dans la construction du contenu du cours et dans le choix de méthodes d'enseignement. Comme troisième piste de solution, nous allons faire l'organisation et l'animation des rencontres de co-développement professionnel mensuelles en collaboration avec les experts conseils. Selon Payette, c'est en écoutant et en aidant ses collègues dans leur cheminement à la compréhension d'une situation problématique vécue que chaque professionnel apprend et améliore sa pratique. Et selon Kengras et ses collègues, les échanges sur des situations de soins en contexte de diabète contribueraient au développement des connaissances et des compétences des infirmières. Nous ferons ici appel à la compétence de la collaboration avec les experts conseils, mais aussi à celle du leadership, car le rôle d'organisatrice et d'animatrice des rencontres demande de mobiliser et influencer les autres professionnels. La compétence de prise de décision éthique sera aussi déployée ici. Ce type de question sera potentiellement abordé dans les rencontres et afin de bien guider les échanges, nous devons avoir des connaissances approfondies sur les principes d'éthique de la santé. Nous déplorons aussi notre compétence de guider et de coaching. Dans un contexte d'apprentissage que sont les rencontres de co-développement professionnel, nous devrons stimuler des échanges riches entre les professionnels. Nous ferons aussi appel à des connaissances sur des stratégies d'enseignement et d'apprentissage, ainsi que celles sur le socio-constructivisme comme principe de base de ce type d'apprentissage par échange avec les pairs. Tout au long du plan global d'intervention, nous, les formatrices, allons déployer particulièrement cette compétence de guider et de coaching, car en tant qu'expertes en pédagogie, nous devrons souvent soutenir les autres professionnels de la pratique infirmière avancée, mais aussi les infirmières cliniciennes et d'autres professionnels qui font l'enseignement aux patients dans leur pratique. Comme formatrices, nous ne ferons pas de pratique directe à la clinique. Nous pourrons toutefois déployer cette compétence. En tant qu'infirmière en pratique infirmière avancée, nous devons posséder des connaissances et des compétences sur la pratique directe, car nous devons être en mesure de soutenir les infirmières cliniciennes dans le développement de leurs compétences liées à la pratique directe auprès de la clientèle diabétique. Nous influencerons la pratique directe des infirmières cliniciennes au travers de la formation continue. Nous influencerons également les enseignements de celles-ci à la personne par l'entremise des cours de groupe et finalement, nous les guiderons dans la gestion de cas complexes en rencontre de co-développement. Les pistes de solutions par les experts conseils. Notre première piste de solution en tant qu'expert conseil serait de former les infirmières sur le suivi du diabète. Par exemple, en leur demandant de faire un suivi téléphonique sur une fréquence adaptée à la personne avec un grand P, voir comment elle évolue dans le suivi de son diabète. Est-ce qu'elle rencontre des difficultés dans sa gestion ou quelle technique elle aura trouvée pour bien la gérer? Les rôles d'expert conseil et de formatrice se ressemblent, mais prenons le temps de nommer les compétences spécifiques de l'expert conseil qui seront utilisées pour cette piste de solution. Les compétences de l'expert conseil selon Amric 2014 qui seront utilisées pour atteindre ce but seront guidance et coaching. L'experte va outiller les infirmières en pratique directe selon les dernières lignes directrices, augmenter l'empowerment des personnes diabétiques. Les suivis individualisés offerts par les infirmières cliniciennes formées et par l'IPS permettent de développer davantage cet aspect. En effet, ces dernières pourront démontrer au client et à sa famille qu'elles croient en leur potentiel. Selon O'Grady et Johnson 2019, ces suivis permettront de contribuer aussi à la co-création d'un environnement propice à la santé du client. La deuxième compétence est la compétence de consultation. Par exemple, dans les cas complexes et de comorbidité, l'infirmière experte conseil pourra guider ses pairs sur des cours adaptés à la diversité de la clientèle. L'infirmière doit s'assurer du bien-être de la personne avec un grand P puisqu'elle est une partenaire de soins.
et c'est en adaptant ses cours qu'elle saura répondre à ses besoins. En tant qu'experte conseil, je mobiliserai davantage ma compétence de consultation auprès des infirmières qui donnent directement les soins aux patients, dans le but de bien encadrer l'enseignement qui leur sera donné. Mon rôle de consulter leur permettra de répondre à leurs questionnements et ainsi de donner les meilleures informations selon les dernières données probantes. La dernière compétence qui sera utilisée pour cette piste de solution sera le leadership infirmier, puisque l'experte conseil agit comme mentor auprès de ses pairs. Notre deuxième piste de solution sera d'organiser et d'animer des rencontres de co-développement professionnel avec les formatrices. Comme mentionné plus tôt par nos formatrices, la compétence qui sera alors utilisée sera la collaboration. L'expert conseil est la compétence de pratique directe. L'expert conseil ne fait pas nécessairement de la pratique directe. Par contre, elle contribue grandement à la qualité de la pratique des infirmières qui, eux, font de la pratique directe en faisant du transfert de connaissances ou en implantant les nouvelles façons de faire. En effet, selon le référentiel de la Faculté des sciences infirmières de l'UDM, l'expert conseil intervient indirectement auprès de la clientèle et directement auprès de ses pairs dans le but de soutenir et de développer la pratique infirmière. Elle exerce les rôles de clinicien, consultant, éducateur, chercheur et contribue à promouvoir la qualité des soins offerts à la clientèle. Les infirmières en pratique infirmière avancée. Les infirmières en pratique infirmière avancée, œuvrant dans le domaine de la gestion, ne pratiquent pas directement auprès des personnes. La gestionnaire propose comme première piste de solution de tenir des rencontres aux 3 mois avec l'équipe de soins afin de déterminer les besoins sur le plan administratif. Selon Carrie et ses collègues, une bonne communication entre les équipes de soins en suivi de diabète et les gestionnaires sont un des facteurs favorisant une bonne prise en charge des patients. Comme deuxième piste de solution, il y a ajuster les horaires et les budgets afin de permettre la tenue de rencontres de co-développement ainsi que des périodes de formation continue pour les infirmières. La gestionnaire travaillera en partenariat avec les formatrices et les experts conseils pour l'organisation des formations continues et des rencontres de co-développement. Ceci contribuera au développement des compétences de son équipe de soins. La gestionnaire déploiera sa compétence de leadership car elle va venir supporter son équipe, la compétence de collaboration car elle travaillera avec les autres professionnels vers un meilleur fonctionnement de la clinique et finalement la compétence de guider et de coaching car dans ces rencontres, elle aidera les autres professionnels. Les infirmières en pratique infirmière avancée, œuvrant dans le domaine de la gestion, ne pratiquent pas directement auprès des personnes, mais ont un impact sur les soins directs par leur soutien aux professionnels de la santé. Les infirmières gestionnaires travaillent en partenariat avec l'équipe interdisciplinaire qui comprend les professionnels qui font de la pratique directe. Elles se soucient de la qualité des soins et de la sécurité des personnes en trouvant des moyens, des stratégies et des interventions qui visent l'optimisation des services de santé. En conclusion, nous sommes convaincus qu'avec les pistes de solutions de notre équipe d'experts, nous allons pouvoir répondre au mandat qui nous a été proposé et ainsi répondre aux besoins de la clientèle vieillissante et multiculturelle atteinte du diabète de type 2 du CIUS nord de l'île de Montréal. Les infirmières impliquées dans ce plan global, qui sont issues des différents domaines de la pratique infirmière avancée, ont mobilisé leurs compétences chacune à leur façon. L'IPS a fait appel principalement à la compétence de pratique directe. Les formatrices ont déployé particulièrement leurs compétences de guider et de coaching. Les experts conseils ont mobilisé surtout la compétence de consultation et pour sa part, la gestionnaire a usé en premier plan de son leadership. Certaines de ces infirmières ne font pas de pratique directe, mais toutes influencent de près ou de loin le contact direct auprès du client et de sa famille dans le but de favoriser la continuité de la prise en charge intersectorielle des patients diabétiques dans la région. Nous vous invitons donc à nous poser vos questions et à émettre des commentaires sur le Sidium d'ici le 3 décembre. Merci de